Merci, cher ami. Merci à toi, au professeur Cherti, de présider cette session. Et je voudrais d'abord remercier le professeur Halim Abdeljelloun. Et je la remercie. C'est un énorme plaisir, un honneur pour moi de vous parler de l'insuffisance cardiaque dans le cadre du système nerveux autonome. Alors, tout d'abord, le système nerveux autonome est impliqué dans l'homéostasie. C'est indispensable à la vie et ça permet d'équilibrer notre tension artérielle, notre débit cardiaque et d'adapter notre débit cardiaque à nos besoins d'oxygène au myocarde. Nous avons un véritable système qui permet cet équilibre grâce à un système de voies afférentes qui vont renseigner un système nerveux central sur l'état de notre tension artérielle, l'état de notre fréquence cardiaque, l'état de notre température, l'état de notre position, de notre digestion. Et donc nous avons plusieurs ces récepteurs, que ce soit les chémorécepteurs, les barorécepteurs, les cardio-respiratoires, les cardiopulmonaires récepteurs, et les récepteurs musculaires et aussi les récepteurs nerveux. Donc ces systèmes afférents vont bien sûr alimenter le système central, le système nerveux autonome central, et par la voie efférente, il va y avoir la réaction. Et donc, les voies efférentes vont faire intervenir deux systèmes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système parasympathique qui existe au niveau de l'arche aortique, au niveau du cœur, et le système sympathique qui est cardiaque et bien sûr vasculaire. Donc, ce système va intervenir tout au long de notre journée, que ce soit lors de la position couchée à la position debout, lors de la digestion, de l'effort. Et donc, de ce système cardiovasculaire va dépendre notre homéostasie, notre normalité. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir une insuffisance cardiaque? Que l'insuffisance cardiaque soit à fraction d'éjection réduite ou préservée, nous allons assister à une diminution de la sensibilité de ce baroréflexe. Nous allons assister à un déséquilibre fait d'une augmentation de l'activité du système sympathique et d'une diminution de l'activité du parasympathique. Et donc, ce qui va aggraver les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Comme chacun le sait, plus le système sympathique est activé, plus le pronostic de l'insuffisance cardiaque est mauvais. Et donc, cette diminution de la sensibilité du baroréflexe et ce dysfonctionnement, cette altération de la balance entre le système sympathique, parasympathique du baroréflexe va entraîner une dysrégulation, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau vasculaire et au niveau rénal, et donc va aggraver les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Du point de vue physiologique, on va assister à une augmentation de l'activité du système sympathique, l'augmentation des hormones sympathiques, norépinéphrine, angiotensine 2, la diminution de la capacitance veineuse, l'augmentation des pressions de remplissage et la diminution du débit rénal. Et bien sûr, ça aura comme conséquence clinique biologique, une augmentation du marqueur de l'insuffisance cardiaque, le NT-proBNP, l'aggravation des symptômes avec le temps, l'altération de la qualité de vie, la diminution de la capacité d'exercice et l'augmentation de la mortalité. Donc, le système sympathique et son dysfonctionnement ont un impact extrêmement important sur le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Et imaginez par exemple pour un sujet normal, un sujet jeune normal, quand on appuie sur le sinus carotide, quand on stimule le baroréflexe, qu'est-ce qu'on aura comme réponse? On aura une réponse rapide de baisser la fréquence cardiaque, parce que le baroréflexe est là, parce que le baroréflexe marche. Par contre, quand il y a une insuffisance cardiaque, on a une altération du baroréflexe et on a une réponse plate. Donc on n'a pas presque une réponse timide ou une réponse qui n'est pas adaptée par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Donc il y a une altération du baroréflexe et cette altération du baroréflexe, de la sensibilité du baroréflexe, va aggraver les symptômes et entraîner, que vous le savez bien, l'insuffisance cardiaque, c'est une trajectoire. Et donc l'altération du baroréflexe va altérer les symptômes. Plus ce baroréflexe est altéré, plus la sensibilité du baroréflexe est altérée, plus les symptômes de l'insuffisance cardiaque seront sévères, et en particulier les études qui ont été faites essentiellement dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique
altérée. L'altération du baroréflexe, la diminution de sensibilité, est aussi altérée aux classes NIA. Plus les patients vont dans les insuffisances cardiaques avancées, plus leur baroréflexe est altéré et bien sûr leur sensibilité diminue. Et bien sûr, ça va avoir un impact non pas sur la qualité de vie, mais sur la survie des patients. C'est-à-dire qu'on peut prédire à partir de l'étude du baroréflexe la survie d'un patient. Et donc, on sait bien que l'insuffisance cardiaque, en particulier systolique, c'est une diminution de l'espérance de vie qui peut atteindre jusqu'à 50% pour les stades les plus avancés. Donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici le constat, voici le pronostic. Est-ce qu'en stimulant le baroréflexe, en augmentant l'activité autonome, c'est-à-dire baroréflexe, donc thérapie, c'est-à-dire si on peut stimuler, est-ce que ça va avoir un réflexe et est-ce que ça va se maintenir avec le temps? Ça, c'est les premières études qui ont été faites sur le système nerveux autonome qui montrent clairement que plus on stimule ce baroréflexe et plus il va répondre et plus l'activité sympathique va diminuer au niveau musculaire. D'où l'idée, pourquoi ne pas diminuer le baroréflexe sur le système cardiovasculaire et quel est son impact? Si vous prenez par exemple du point de vue hémodynamique, au niveau musculaire, si vous appuyez, vous mettez en off le baroréflexe, la tension va augmenter. Et donc, l'activité musculaire ne va pas répondre. Si vous mettez en on l'activité du baroréflexe, la tension va diminuer puisque le parasympathique va l'emporter et donc l'activité sympathique, nerveuse sympathique va diminuer. Ça veut dire qu'il va y avoir une réponse par rapport au système neurovégétatif. Et donc, tout ce concept-là va m'amener à vous parler des études cliniques. Parce que, toujours en médecine aujourd'hui, on a le prérequis, on a les explications physiopathologiques, et bien sûr, est-ce que ça marche? Est-ce que ce n'est pas uniquement une vente de rêve? Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc ces concepts de la dysfonction du baroréflexe, de l'augmentation du système sympathique, de la stimulation neuroépinéphrine, de l'augmentation des pressions de remplissage, des symptômes d'insuffisance cardiaque, est-ce qu'on a des preuves cliniques que ça marche? Alors, vous savez aujourd'hui que nous tous, nous appliquons des traitements médicaux pour l'insuffisance cardiaque. Et nous avons la quadrithérapie. Et le problème, c'est que quand on met de la quadrithérapie pour les patients en insuffisance cardiaque, le risque résiduel n'est pas de zéro. Il y a toujours un risque résiduel important. Et ce risque résiduel, dans l'étude de Emperor Reduced, on peut avoir un risque résiduel jusqu'à 20%. C'est-à-dire que les patients traités, vous ne les amenez jamais à zéro de risque. Ils sont toujours à risque de mortalité et de décompensation pour l'insuffisance cardiaque, même s'ils ont les quatre, même s'ils ont le bêta-bloquant à pleine dose, l'anti-aldostéronien à pleine dose, l'upérionnitresto à pleine dose, les GLT2, ils sont toujours un risque résiduel. Et ça, est-ce qu'il y a une part du traitement qu'on peut ajouter? Deuxième chose importante sur le traitement médical, c'est que la capacité à l'exercice n'est pas très améliorée par le traitement médical que nous connaissons, la quadrithérapie. C'est-à-dire que les traitements que nous avons, la quadrithérapie, le retentissement est modeste sur la qualité de vie, sur les symptômes. Quand vous avez une insuffisance cardiaque aiguë et vous mettez des inotropes plus, ça améliore le court terme, mais ça augmente la mortalité. Et la resynchronisation n'est qu'une niche pour des patients qui restent plus de 150 millisecondes. Et elle intéresse uniquement 15% des patients. Et uniquement 15% des patients qui ont la resynchronisation. Donc il y a de la place pour de nouvelles thérapeutiques, en particulier pour les traitements qui vont viser le système nerveux autonome. Et regardez en termes de qualité de vie, que ce soit dans DAPA Emperor, ça s'améliore de façon modeste, mais paradigme, c'est plutôt empêcher les malades de s'aggraver. Donc vous voyez que
on n'est pas extrêmement efficace en termes de qualité de vie chez les patients d'insuffisance cardiaque. Autre chose, le fait de mettre un traitement médical, là, tout le monde le sait, il y a d'énormes barrières et d'énormes... Les gens, ne sont jamais à la dose optimale. Les patients discontinuent leur traitement. Il y a des barrières de tension, de calémie, de fonction rénale. Et il y a donc, que ce soit, regardez, partout, il y a une discontinuité du traitement, que ce soit pour les SGLT2, sacubitril valsartan, IEC, bêta-bloquant, ARA2. Donc, il y a un travail énorme à faire au niveau du traitement et de l'optimisation du traitement médical. Alors, maintenant, on va aller au sujet, c'est ce qu'on appelle le BAT, l'activation du baroréflexe. Alors, c'est un geste chirurgical, et peut-être que par la suite, ça va devenir médical. Alors, rassurez-vous, hier, j'ai appelé un ami, est-ce que la France a une expérience sur la stimulation du baroréflexe en insuffisance cardiaque? La réponse est non, donc ils n'ont pas de réflexe. C'est plutôt en Allemagne, aux États-Unis qu'on a des expériences comme ça. Donc c'est un peu un pacemaker qui est relié à une électrode et qui va se poser sur le sinus carotidien. Donc on a un générateur qui est en sous-cutané, dont la batterie va durer 5 ans. C'est une technique mini-invasive qui va durer 1 à 5 heures, 1 à 1 heure et demie, pardon, 1 heure et demie. Et on a une électrode qui va être au niveau du sinus carotidien de 2 mm, qui est suturée et qui est tunnelisée à travers la clavicule. Et puis on a un device management, donc un contrôle à distance. Alors quel est le but du la barostimulation? C'est d'activer le système parasympathique et de diminuer l'activation du système sympathique. Donc diminuer la fréquence cardiaque, améliorer le remodelage cardiaque, la vasodilatation et la diminution de la pression au niveau vasculaire, et bien sûr améliorer, vous savez toujours que c'est un couple cardio-rénal, améliorer le débit cardiaque et améliorer la sécrétion de rénine. Alors les devices, nous occupons tous de l'insuffisance cardiaque. Alors quel device nous avons pour l'insuffisance cardiaque? On a le défibrillateur, on a 2 types de patients, les patients à QRS fin et les QRS larges de plus de 150 millisecondes. Alors, les patients de plus de 150 millisecondes, c'est uniquement 15%. Ils ont aujourd'hui défibrillateur resynchronisation. Et pour ceux qui ont QRS fin, qui sont la majorité des patients, nous avons le défibrillateur et nous avons la stimulation du baroréflexe et nous avons la cardiomodulation dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est hors du sujet. Alors, comme je viens de le dire, donc c'est un device extravasculaire qui ne va pas arriver au vaisseau ni au niveau du cœur, qui va augmenter le baroréflexe, qui va bien sûr améliorer le débit cardiaque, rénal et vasculaire. Alors nous avons l'étude phare, l'étude BEAT, HF, B-E-I-A-T. Alors nous avons 2 parties dans cette étude, l'étude à court terme et l'étude à long terme, l'étude de 6 mois, ce qui a amené à donner à la FDA a donné l'approbation reconnue par la FDA. Et puis, nous avons l'étude au long terme qui est un prolongement pour voir est-ce qu'il y a un bénéfice au long cours. Alors, la première étude a été faite sur 6 mois chez des patients qui ont traité de façon médicale. Et puis, il va être comparé par rapport au barostim plus traitement médical sur 3 à 6 mois. Donc, première partie qui a abouti à l'approbation du FDA en 2019 et la deuxième partie en 2023. Alors pour la première partie, qu'est-ce qui a amené la FDA à reconnaître le barostim comme traitement de l'insuffisance cardiaque? C'est que la capacité à l'exercice monte de 60 mètres quand on compare par rapport au Miracle uniquement de 30 mètres. La qualité de vie est améliorée dans les chaises Kansas de moins 14% alors que dans Miracle, moins 9%. Et on a 34% d'amélioration de la classe fonctionnelle par rapport, par exemple, à 30% dans Miracle pour la resynchronisation. On a une diminution du NT-proBNP, c'est une toujours étude à court terme, moins 20, donc du NT-proBNP à 6 mois, moins 25% du NT-proBNP, ça veut dire qu'il y a un remodelage inverse. Et puis, le résultat est consistant, quel que soit le sous-groupe, que ce soit en fibrillation auriculaire, quelle que soit la fraction d'éjection, et homme ou femme bénéficient de ce traitement. Donc sur cette base-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que
le traitement médical, la quadrithérapie n'améliore pas de façon extraordinaire la capacité à l'effort. Et malgré le traitement médical, nous avons une mortalité résiduelle, un risque résiduel. Et les patients, le plus souvent, ou dans la majorité des cas, ne tolèrent pas le traitement, ne sont pas compliants au traitement. Et ça, vous savez qu'aux États-Unis, 1% des patients ont la quadrithérapie surveillée. Donc, le baroréflexe émerge comme un traitement du système nerveux autonome. Il a été approuvé en 2019 pour l'amélioration, je le dis bien, sur le NT-proBNP, sur la classe NIA, sur la qualité de vie et sur le test de 6 minutes. Sur la mortalité au long cours, c'est ce qui va suivre par la suite. Et puis, bien sûr, on est dans les QRS fins. Maintenant, on va passer à la deuxième étude qui est un prolongement de jusqu'à 2 à 3 ans. On va comparer le traitement médical par rapport au contrôle groupe. Alors, les critères d'éligibilité sont les patients classe 3-4, fraction d'éjection au moins de 35%, test de 6 minutes entre 150 et 400 mètres. Les patients qui ont un NT-proBNP plus de 400 avec moins de 1600. Alors, la FDA a choisi ce groupe parce que c'est un groupe qui mérite d'être bien traité et avoir notre attention, qui ont un traitement stable de plus de 4 semaines et qui ne sont pas des recommandations pour la resynchronisation. On a donc généralement, on a eu dans à peu près 163 dans le groupe traité et 160 dans le groupe contrôle. Alors, on a 2 phases. On a la phase pré-market, c'est-à-dire la phase où les patients étaient uniquement testés sur 6 mois sur la capacité d'exercice, sur la qualité de vie, sur la NIA, sur la réduction NT-proBNP. Et on a la phase post-market, c'est-à-dire après l'approbation du FDA. Et donc ici, on a le critère dur, mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, et un critère hiérarchique composite. Alors, les patients, ce sont des patients habituels d'insuffisance cardiaque, 60 ans d'âge, 3/4 d'hommes et 1/4 de femmes. Nous avons une fraction un débit de filtration glomérulaire qui est normal, et la fraction d'éjection moyenne est de 27%, un test de 6 minutes de 300 mètres, une qualité de vie avec un score de 53 et un NT-proBNP moyen de 700, et très peu de patients étaient en bloc de branche gauche. Voici la répartition des patients entre coronariens, avec la majorité des coronariens, et la moitié a fait un infarctus du myocarde, et les diabétiques type 2 occupent la moitié de cette population. Voici les traitements, ce sont des malades relativement bien traités. Ils avaient 88% d'IECORA2, 93% de bêta-bloquants, et anti-aldostéroniens, ils avaient donc 45%. Pas de SGLT2 parce qu'à ce moment-là, en 2022-2023, ce n'était pas encore indiqué. Alors, le critère composite, comme on a dit, un critère mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, avec un critère hiérarchique, et le résultat n'est pas positif, c'est-à-dire que la stimulation du baroréflexe, le barostim, ne diminue pas le critère dur, mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque. Alors, les auteurs se sont dit, allez, on va voir un peu, est-ce que, par rapport à ce critère d'étude classique, on ne va pas avoir un autre critère qui s'appelle win-to-win, c'est-à-dire on va comparer patient par patient, et on va voir, est-ce que, en regardant l'histoire de chaque patient, est-ce qu'il va s'améliorer, est-ce qu'il ne va pas faire d'insuffisance cardiaque, il ne va pas aller en insuffisance cardiaque avancée, il ne va pas décompenser, il ne va pas s'aggraver, est-ce qu'il va améliorer donc les paramètres de survie. Et le résultat, on va le voir, c'est ce qu'on appelle un critère hiérarchique composite. C'est une nouvelle méthode statistique d'analyse des études, et on va voir pour chaque patient, on va comparer patient par patient, patient qui a le barostim par rapport au patient qui n'en a pas, la mortalité cardiovasculaire, est-ce qu'il gagne, puis par la suite, aller en transplantation, assistance ventriculaire, il gagne, heart failure, hospitalisation et qualité de vie. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir que, en termes d'hiérarchie, le barostim gagne, que ce soit sur le critère composite
mortalité cardiovasculaire, morbidité, qualité de vie, donc une amélioration avec dans les études d'analyse sensibilité, une amélioration que ce soit sur la mortalité cardiovasculaire, hospitalisation et qualité de vie, et une meilleure stabilisation des patients, et moins d'aggravation, moins de décompensation, parce que nous savons bien que le but du traitement médical, c'est d'empêcher le plus les patients d'aller vers ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque avancée, ce que les Américains appellent C, c'est-à-dire assistance ventriculaire, transplantation cardiaque. Et puis, ce que je viens de dire, les patients libres de toute assistance ventriculaire ou de transplantation cardiaque, il y a une supériorité du barostim et une amélioration de la qualité de vie, que ce soit à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois, avec une différence statistiquement significative de 13,5% à 6 mois, de 8,4% à 12 mois et de 10 à 24 mois. Et cette capacité va se maintenir, en particulier capacité fonctionnelle, le test de 6 minutes, où les patients vont continuer à s'améliorer, et aussi en termes de classe NIA. Voici ce qui sort dans l'étude, c'est-à-dire le summary, le résumé de l'étude, où en critères hiérarchiques, le traitement baroréflexe, barostim, permet bien sûr d'améliorer, de diminuer la mortalité cardiovasculaire, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et les événements délétères, en particulier améliorer la qualité de vie, l'exercice et améliorer la classe fonctionnelle. Voici donc la conclusion de barostim dans l'insuffisance cardiaque. Certes, statistiquement, ça ne diminue pas la mortalité sur les critères composites, mais en termes, d'abord en 6 minutes, ça gagne, que ce soit sur tes 6 minutes, sur le NT-proBNP, sur la classe NIA, et donc, bien sûr, en termes d'études de Wien Hierarchical, il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire et de l'hospitalisation. Alors, comment on peut placer tout ça? C'est-à-dire, dans le cadre du traitement de l'insuffisance cardiaque, nous avons des devices qui sont approuvés, et ça continue cette histoire, des devices qui sont en cours, et donc, bien sûr, voilà où, avant de terminer, où je voulais vous mettre, parce que le but, c'est chaque technique, là où on doit la mettre. Regardez en haut la trajectoire des patients en insuffisance cardiaque et les moments où ils décompensent jusqu'à arriver au stade d'insuffisance cardiaque terminale. Bien sûr, le traitement médical, la quadrithérapie. Le défibrillateur va être réservé pour les patients classe 1 à 3, fraction d'éjection de moins 35% et avec une survie de plus de 1 an. La resynchronisation défibrillateur pour les classes 3, 4, fraction d'éjection moins de 35%, en rythme sinusal avec un QRS plus de 150 millisecondes. Et puis on a un traitement deuxième relais qui est extrêmement intéressant. Il y a le H mitral pour les patients qui ont une fuite mitrale résiduelle, qui ont une fraction d'éjection entre 20 et 50% en classe 4 et qui ont une insuffisance mitrale sévère avec des critères bien définis. Nous avons le TAVI pour le remplacement valvulaire pour le rétrécissement aortique serré. Nous avons le transcathéter remplacement pour les fuites tricuspides qui sont résiduelles. Et bien sûr, nous avons une place pour le baroréflexe chez les patients qui ont stade 3-4, qui sont arrêtés récemment en classe 3, une fraction d'éjection de moins 35%, un NT-proBNP moins de 1600, et donc ce sont des patients chez qui le traitement par baroréflexe est extrêmement intéressant, et donc c'est aussi un appel à travailler encore plus. Et je voulais partager avec vous cette diapositive du dernier congrès européen d'insuffisance cardiaque. À ma droite, l'homme qui est à ma droite, c'est Milton Packer, un grand nom d'insuffisance cardiaque, et nous semblons regarder dans la même direction, regarder l'avenir de l'insuffisance cardiaque avec optimisme. Je vous remercie.